Suite et fin de l'activité visant à comprendre les menaces qui planent sur la biodiversité, mais aussi les solutions envisageables. Alors précédemment, vous avez dû regarder la petite vidéo produite par la rédaction du Monde qui propose une petite synthèse du sujet. Malheureusement, la situation concernant la biodiversité est plutôt préoccupante avec la majorité des écosystèmes de la planète qui sont impactés directement ou indirectement par les activités humaines. On distingue généralement 5 causes principales à ça. La première étant la destruction de l'habitat. Alors ça c'est radical, hein. Dans la plupart des cas, détruire l'habitat d'une espèce, c'est la détruire aussi, à moins qu'elle soit capable de migrer vers un environnement plus favorable ou qu'elle soit capable de s'adapter aux transformations du milieu, ce qui est quand même plutôt rare. Déforestation, urbanisation, artificialisation des sols, agriculture, l'humain étend son territoire à la surface de la planète, et ça se fait généralement au détriment des autres espèces. Deuxième cause, les espèces invasives. Elles sont le plus souvent introduites involontairement par l'être humain, dans un milieu différent de leur milieu d'origine, mais si les conditions climatiques du nouvel habitat conviennent, si les ressources nutritives sont abondantes, eh bien ces espèces parviennent à se développer de manière assez rapide, et le plus souvent déséquilibrent leur écosystème d'accueil. Quelques exemples d'espèces invasives qui posent problème en France: la punaise diabolique, qui est considérée comme un ravageur des cultures, la pyrale du buis, qui sévit maintenant dans la majorité des départements français. Alors ces deux insectes sont originaires d'Asie. Une espèce invasive, ça peut aussi être un végétal, comme l'ambroisie, qui, quant à elle, vient d'Amérique du Nord et a des propriétés allergisantes bien connues. Le rat musqué aussi, c'est un mammifère qui a été importé au XIXe siècle pour sa fourrure et qui, maintenant à l'état sauvage, est une nuisance dans certaines zones humides. Troisième cause, la pollution, alors un terme très général qui désigne à peu près tout ce qui peut contaminer l'environnement et avoir un effet néfaste sur celui-ci et ou sur la santé humaine. Il peut s'agir de pollution de l'eau, de l'air, du sol. La liste est longue malheureusement. Toutes les pollutions ne sont pas aussi visibles et spectaculaires que celles-ci. Beaucoup de pollutions chimiques, par exemple, ne sont pas directement perceptibles. D'autres formes de pollution ne sont pas matérielles. Alors, quand je dis ça, je pense notamment à la pollution sonore ou encore à la pollution lumineuse, qui peut être très importante en ville et qui nuit à pas mal d'espèces animales nocturnes. Alors ça va dépendre du nombre et du type d'éclairage utilisé. Et comme vous le voyez, le problème n'est pas sans solution. Quatrième cause, le réchauffement climatique, lequel est en grande partie lié aux émissions humaines de gaz à effet de serre. Donc voilà une forme de pollution qui ne se voit pas directement. En revanche, ce sont les conséquences du changement climatique qui sont, quant à elles, de plus en plus concrètes, en sachant que le réchauffement de l'atmosphère influe aussi sur celui de l'océan. Bon, je développe pas davantage parce qu'on a déjà abondamment parlé de ça cette année, dans le thème numéro 1. Ça reste quand même un des grands enjeux contemporains de l'humanité. Dernière grande cause du déclin actuel de la biodiversité, la surexploitation des ressources naturelles, et notamment des espèces vivantes, comme c'est le cas lorsque les humains pratiquent la surpêche. L'agriculture intensive également pose problème, parce que des monocultures remplacent la biodiversité initialement présente, parce que ça constitue aussi une destruction de l'habitat, comme on l'a vu précédemment, et parce que c'est aussi une source de pollution, pollution des sols et des cours d'eau, avec l'emploi massif de pesticides notamment. Avec ce tour d'horizon, on a répondu à la consigne 3, il nous reste encore la consigne 4, qui vous demandait de proposer des actions favorables à la biodiversité et d'identifier plusieurs mesures mises en œuvre dans l'agglomération lyonnaise. Alors, de manière générale, chacune des situations problématiques qu'on vient d'évoquer est susceptible d'être améliorée, alors, au niveau des terres, de l'océan, et bien sûr au niveau de nos modes de vie et de nos habitudes de consommation. Alors, il y a quand même un mot qui revient très souvent dans ce document, c'est celui de protection, de sauvegarde. Donc c'est l'idée de préserver des espaces naturels, de leur laisser de la place. Et ceci reste vrai à l'échelle du pays. Cette carte vous montre l'ensemble des parcs nationaux, parcs régionaux et autres réserves naturelles en France. Parmi les 11 parcs nationaux français, 8 sont en métropole. Le plus ancien de tous, c'est le parc de la Vanoise, qui est situé dans les Alpes.
Il a été créé en 1963. En Outre-mer, il y a la Réunion, la Guadeloupe et aussi tout le sud de la Guyane. Alors le parc amazonien de la Guyane, créé en 2007, est de loin le plus grand du territoire français, avec un cœur d'une superficie de plus de 20 000 km². Au niveau de l'organisation, de la gestion politique et pratique de tout ça, il existe un certain nombre d'organismes, dont une bonne partie est sous la tutelle de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. C'est un tout nouvel établissement public de l'État, créé en 2020, et qui s'occupe de la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité. Alors je voudrais parler ici plus particulièrement d'une initiative européenne qui porte le nom de trame verte et bleue, verte pour la végétation terrestre, bleue pour les milieux aquatiques. Et l'idée de trame, c'est celle d'une matrice, d'un réseau dans lequel les espaces naturels sont connectés entre eux. Alors rappelez-vous ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, la fragmentation de l'habitat, causée par l'aménagement du territoire, fragmente aussi les populations, ce qui réduit notamment leur diversité par le mécanisme de dérive génétique. Une solution pour limiter cet impact, c'est ce genre de dispositif. Là, c'est ce qu'on appelle un écopont, mais il existe aussi des passages souterrains, des tunnels. Dans tous les cas, ça constitue des corridors écologiques qui évitent le morcellement des écosystèmes et permettent ainsi aux espèces de se déplacer plus facilement d'un endroit à l'autre, ce qui favorise leur brassage. Ce type de construction s'inscrit dans le cadre de la fameuse trame verte et bleue, et à l'échelle de l'agglomération, c'est quelque chose qui est pris en compte dans la politique du territoire également. Si on regarde cette carte, on voit du bleu, on voit du vert, et une tentative d'interconnecter ces différents espaces. Alors ça s'articule entre autres autour de l'aménagement des berges du Rhône et de la Saône. Le Grand Lyon se targue de posséder un réseau d'espaces de nature d'une superficie totale de plus de 15 000 hectares, et cette gestion des espaces se fait en accord avec le SRCE, le schéma régional de cohérence écologique, sur lequel vous avez un certain nombre d'informations en suivant les liens dans la description. Tiens, au passage, je vous mets une illustration du parc de Gerland, dans le 7e arrondissement. Vous avez aussi pas mal de contenu dans cette brochure qui liste un certain nombre de projets ou de sites de préservation de la biodiversité. À titre d'exemple, on compte plusieurs ZNIEF dans le Grand Lyon. ZNIEF, ça veut dire Zone nationale d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Les ZNIEF de type 1 présentent un intérêt jugé remarquable. C'est le cas notamment des prairies sèches de Pollénieux ou alors du Vieux-Rhône au sud de Lyon, entre Pierre-Bénite et Grigny. Sur cette photo, vous reconnaissez le parc de Miribel-Jonage, qui constitue le seul site Natura 2000 de l'agglomération. Natura 2000, c'est un label européen pour les sites à valeur patrimoniale exceptionnelle. Enfin, je citerai dans la plaine de l'Est lyonnais le plan local de sauvegarde de l'Eudicnem-criard. C'est le petit échassier qui est illustré à gauche, et vous l'aurez compris, c'est une espèce protégée. Donc toutes ces dispositions contribuent à préserver la biodiversité. Maintenant, sont-elles efficaces? Sont-elles adaptées? Sont-elles suffisantes? Ça, c'est une autre série de questions dont chacun peut s'emparer. Donc, à vous de réfléchir là-dessus, à vous de sensibiliser votre entourage, de faire, je sais pas moi, des propositions aux pouvoirs locaux. Ça peut se faire notamment dans le cadre des conseils de quartier. Je crois qu'il y en a 36 à Lyon, quelque chose comme ça. Ou alors de façon peut-être plus proche, en agissant au niveau du lycée, en tant qu'éco-délégué par exemple. Dernière chose, pour que vous réalisiez que cette question de biodiversité, elle se décline à toutes les échelles, la ceinture verte européenne, alors c'est essentiellement un projet au moment où je parle, mais qui a le mérite de dépasser les frontières et qui vise à constituer une sorte de corridor écologique géant qui irait de la mer de Barents dans l'Arctique jusqu'à la mer Noire et à la mer Méditerranée, en passant par 23 pays. Voilà, on termine avec la notion 6 qui conclut l'activité, mais aussi le chapitre consacré à la biodiversité et à son évolution. Je vous laisse recopier ça dans votre cahier et je vous dis à très bientôt.